Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, interpellation ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale du ministre de l'Enseignement supérieur sur les crises qui secouent les universités publiques du Niger. Une interpellation qui intervient après l'adoption par la représentation nationale de la loi portant nomination des recteurs et vice-recteurs. Le point avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Près de 48 heures après l'adoption du projet de loi portant nomination des recteurs et vice-recteurs des universités publiques du Niger par la représentation nationale, le ministre de tutelle se retrouve à l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur l'interpellation d'un groupe de députés au nombre de 4. Occasion pour les différents groupes parlementaires de se prononcer sur la crise que traversent les universités du pays et demander d'amples explications au ministre qui s'est dit satisfait des échanges en marge de cette plénière. Je pense que cette séance était utile parce que chacun a aujourd'hui sa petite vision, son point de vue sur cette question-là. J'ai profité pour faire un diagnostic de la situation des universités et aussi tracer des pistes de solutions dans le cadre des réformes que nous avons engagées. L'impression que j'ai, c'est que les députés, tous bords confondus, de la majorité comme de l'opposition, ont été sensibles aux différentes réponses que j'ai données par rapport à leurs questions. Maintenant, notre souhait, notre vœu, c'est que chacun prenne conscience de la situation difficile dans laquelle se trouvent nos universités et que chacun apporte sa contribution pour la résolution de ces problèmes. Les élus nationaux, pour leur part, apprécient diversement les explications du ministre de l'Enseignement supérieur et au-delà l'opportunité même de cette interpellation. Pour nous, l'interpellation devrait être l'opportunité aux députés de se prononcer sur les raisons de la crise récurrente à l'université Abdou Moumouni et de Niamey, et éventuellement ensemble de trouver des solutions. Je crois que des débats jaillissent la vérité et la lumière. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a voulu, dès le départ, de reporter peut-être l'adoption de ce texte-là et maintenant de trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que par la médiation des acteurs sociaux, je vais dire. Et donc, on allait trouver un terrain d'entente. Pour moi, il faut voir cette interpellation d'une manière pédagogique. Les députés ont interpellé le ministre, c'est pour qu'il donne beaucoup d'explications, plus amples explications à la population nigérienne, aux étudiants, au SENEX, à tout le monde. Maintenant, quitte à nous de prendre la décision qui s'impose. La loi, elle est faite. Demain, on peut changer la loi. Il n'y a rien qui est statique. Quoi qu'il en soit, force est de constater que cette interpellation n'a pas suscité d'engouement à la représentation nationale, dont l'hémicycle était quasi désert. Cependant, les scolaires, eux, ont visiblement accordé une grande importance à cette interpellation. Aujourd'hui, l'école centre de Damana a été baptisée école primaire classique El Hadj Yacouba Birma. Cette cérémonie de baptême s'est déroulée en présence d'une foule venue nombreuse. Détails dans le reportage qui va suivre. C'est une foule en liesse qui assista à la cérémonie de baptême de l'école centre de Damana qui commença avec le discours de bienvenue du maire de Tondikandia, Hamadou Harouna. Ensuite, ce fut au tour du chef de canton de Tondikandia, Jean-Moko Idrissa Oumar Kounché, de prendre la parole pour retracer les différentes étapes qui ont abouti au baptême de l'école centre de Damana. Pour sa part, la directrice de l'école centre de Damana, Mme Soumane Fatihima, rappela que l'établissement a été créé en 1956 et qu'il compte actuellement 487 élèves, dont 257 filles et 228 garçons. Aussi, pour immortaliser la mémoire du premier directeur qui créa l'école centre de Damana, celle-ci a été baptisée école primaire classique El Hadj Yacouba Birma. Procédant au baptême, le secrétaire général de la préfecture de Filengue, Amadou Mamadou Badje, s'exprima en ces termes. En effet, au terme de son riche parcours dans le secteur de l'éducation, de Tawa à Tilaberi, de Filengue à Zender, d'Ilela à Wenzerbe, de Madarumfa à Dosso,
El Hadji Yacouba Birma a amplifié son apport au développement national en siégeant au sein de la représentation nationale et en s'adonnant aux activités agricoles, tout en faisant bénéficier ses compatriotes de son immense expérience professionnelle et de sa grande sagesse. C'est pour cet ensemble de qualités exceptionnelles, de pédagogue, hors pair et d'humanisme qui ont ponctué sa vie d'éducateur au sens noble du terme, que le ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a décidé par arrêté numéro 00307-A-PLN-EC-SJ du 28 septembre 2016 de baptiser l'école primaire centre de Damana, école El Hadji Yacouba Birma. C'est donc avec honneur et fierté, en ce jour samedi 20 avril 2019, que je conclus mon propos en dévoilant officiellement la plaque qui dorénavant va perpétuer le nom d'El Hadji Yacouba Birma. Que son esprit continue de souffler sur l'école nigérienne. Amen. Quant au représentant de la famille Birma, ce fut l'occasion pour lui d'exprimer sa satisfaction. Sage instituteur, digne fils du pays, grand bâtisseur qu'est Yacouba Birma, j'ose affirmer que tous ces nombreux anciens élèves qui sont passés par toi souhaiteraient te dire merci pour leur avoir légué cette éducation et ces idéaux. C'est en grande partie grâce à toi qu'ils avancent dans la vie et qu'ils continueront à se battre pour des causes justes. Tout ce que tu as pu nous apprendre, toutes les histoires que tu as pu nous raconter, nous les transmettrons à nos enfants, comme Kunta Kinte l'a fait dans le film Racine. Sois-en certain. En aucun moment, je ne me suis souvenu de ton manque, car ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as toujours été un modèle, un héros, et tu le resteras. De plus, parmi les premiers élèves qui ont été recrutés en 1956, c'est Soumela Dira. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté, de joie. Et je remercie le Tout-Puissant de nous avoir montré ce jour qui correspond au 63e jour depuis la création de cette école. Ce que je retiens de cet enseignant qui a eu la lourde mission de créer l'école, ce fut un moment où l'hostilité des parents d'élèves vis-à-vis de l'école était criable. Les gens n'aiment pas qu'on recrute leurs enfants. Mais maintenant, 63 ans après, on s'est rendu compte que c'était une erreur, que l'école, comme l'a chanté même les filles, vraiment l'école, c'est un tremplin pour l'homme de se réaliser. Donc l'école, c'est un moyen pour former les gens qui doivent développer le futur de leur pays. Enfin, il faut noter qu'au cours de cette cérémonie des poèmes sur le mariage précoce, la scolarisation de la jeune fille, l'exode rural ont été présentés à l'assistance suivie par une distribution de prix aux meilleurs élèves. Après les organes de presse, les membres du bureau du syndicat national des professionnels de la presse privée ont été reçus par le ministre de la Communication. Avec le ministre Salissou Mohamed Habi, il a été, entre autres questions, des conditions de travail des agents des médias privés. Le commentaire avec nos confrères de Bonferré.
Il n'y a pas de repos pour un vrai syndicat qui s'est donné comme objectif la défense des intérêts matériels et moraux de la corporation de façon générale. Ainsi, conformément à sa ligne directrice, le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, après sa tournée dans les organes de presse privés, a été reçu hier par le ministre de la Communication, et cela dans l'optique de présenter le nouveau bureau et d'échanger sur la question de la convention collective de la presse. Au terme de la rencontre, le ministre s'est dit entièrement satisfait et a prodigué quelques conseils aux jeunes syndicats. Je voudrais d'abord vraiment vous féliciter pour avoir eu l'idée de créer ce nouveau syndicat. Et ces félicitations sont vraiment viennent du fond du cœur. Parce qu'après même avant de faire votre congrès, vous êtes venu nous le dire. Et nous, en tant que ministre de la tutelle de toute la presse, nous sommes véritablement honorés. Et au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, je tiens vraiment à vous féliciter vous-même en tant que secrétaire général et toute l'équipe qu'il y a. Parce que ce qui m'a aussi vraiment, ce qui me rend très gai et satisfait, c'est que vous êtes venus à 8 ou 9 et il y a 4 femmes avec vous. Ça, c'est extraordinaire. Là, le genre est respecté. On a un peu échangé sur la question justement de la convention collective. Je sais que toute la presse tient à ça. La plupart des journalistes, vous êtes très mal payés. C'est à vous de vous organiser pour que cette convention collective-là puisse enfin être signée par les responsables des groupes de médias. Et je suis certain que les promoteurs ne le feront. Ils vont le faire dans leur intérêt pour sauvegarder leur groupe même de presse et pour sauvegarder aussi cette déontologie et cette éthique. Parce que seuls les moyens, vous ne pouvez pas être là. Vous travaillez, il faut bien que vous soyez rémunéré et rémunéré de bonne qualité. À la sortie de la rencontre, le secrétaire général du SINAPEN, Souleymane Ousmane, a rassuré l'ensemble de la presse sur l'adoption future de la convention collective. Nous venons donc de rencontrer le ministre en charge de la communication. Donc l'objet de cette visite, vraiment, c'est d'abord de présenter notre tout nouveau bureau du syndicat national de professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, mais aussi de faire part de notre engagement et notre détermination par rapport à la lutte sur la question de la convention collective. Comme vous le savez, la convention collective, c'est une question qui tarde toujours à se concrétiser depuis des années. Nous avons donc échangé avec le ministre par rapport à cette question, le ministre qui nous a pris l'engagement vraiment de mener ou bien donc d'encourager, mais aussi d'apporter tout son part de soutien pour notre syndicat pour qu'on puisse gagner cette lutte par rapport à la convention collective. Le ministre également nous a promis par rapport à toutes ces questions que toutes les conditions seront donc réunies pour une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail de la presse de façon générale. Le SINAPEN, par ce genre d'action, entend réorganiser le secteur de la presse privée afin d'amener l'État et les promoteurs privés les médias longtemps attendus. Ainsi, toujours dans la poursuite, le SINAPEN projette d'organiser une conférence publique sur la convention collective de la presse le 3 mai prochain à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la presse. Là, le phénomène de la mendicité est présent dans la ville de Niamey. Cependant, des dispositions sont en train d'être prises pour mettre fin à cette pratique. Une décision qui a suscité la réaction de ses citoyens. C'est une bonne chose, mais je pense que ça sera difficile. Ce n'est pas un travail très facile. C'est à long terme qu'on peut éradiquer ce phénomène-là, parce que c'est très compliqué. Elle est la bienvenue. Si on peut vraiment l'appliquer, ce serait bon. Il faut vraiment discipliner un peu les gens, les mendiants là, parce que vraiment ils envahissent trop la ville. C'est pas bon pour la renommée du pays. Ça nous va droit au cœur que l'État a pris une décision de radier tous les mendiants de cette ville. Vraiment, ça va nous faire beaucoup plaisir parce que c'est tellement nombreux. Même si on faisait 1 million de francs pour déposer, on ne peut pas les donner et les partager tout cet argent-là pour que ça les suffise. Et vraiment, c'est un fléau aujourd'hui et on cherche vraiment que ça diminue, même si ça ne peut pas finir, que ça diminue. Par rapport à la mendicité, vraiment, ça détruit vraiment le Niger. Vu de la mendicité, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'est pas vraiment légal. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui meurent
vu de la mendicité, surtout par rapport aux enfants. Si vous voyez les enfants de l'âge de 10 ans, 5 ans, qui font de la mendicité, vraiment ce n'est pas du tout bien. C'est vraiment, ça salit vraiment le nom de Niger. Pour moi, je dis que c'est tout à fait normal, parce que dans notre communauté, déjà au niveau de l'islam, la mendicité a été réglementée. Autant s'en remettre à cela que de laisser les gens divaguer. Surtout que dans quelques mois, nous aurons des étrangers de marque qui vont débarquer au Niger. Alors là, il faut faire un peu de ménage. La mendicité, bon, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose puisque c'est les marabouts qui amènent les enfants pour étudier. Et entre-temps, au lieu de les empêcher de courir dans les rues, les garder avec eux, ils les laissent traîner au feu rouge dans les rues, ça dérange les gens. Des fois, on veut faire des bonnes choses et ils nous envahissent et on est obligé de les chasser, c'est pas bon. Donc ils auraient mieux fait de les garder avec eux, c'est mieux que de les laisser traîner dans les rues. C'est une bonne chose qu'ils interdisent puisqu'ils envahissent les rues. Ça devient quelque chose de gênant des fois. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose qu'il a fait, mais l'État a bien fait de l'interdire. Au lieu de les interdire de rentrer, il aurait dû les interdire d'entrer dans les villes, de les laisser au village. C'est mieux que de venir ici envahir les rues des villes comme ça. Plus le temps passe, plus on remarque une régression relativement au contenu des textes qui sont chantés par les chanteurs de la musique moderne. Qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans ce reportage signé Christine Barmou et Sadoumi. La musique adoucit les mœurs, mais pas sous nos cieux. En effet, plus on progresse, plus la musique moderne de notre pays a du mal à s'affirmer tant sur le plan national qu'international. Pour preuve, aucun chanteur nigérien n'arrive à conquérir le cœur de l'ensemble de la population. Une situation qui provient de la pauvreté des textes qui sont actuellement chantés. Conséquence, plutôt que d'avoir des chansons avec des textes intelligents, les Nigériens sont assommés par une cacophonie au contenu totalement vide de sens. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? La consommation à la nigérienne, ce que j'appelle toujours la consommation à la nigérienne, a ses exigences. J'ai dû remarquer il y a 10 ou 15 ans, dans la composition, ou dans les textes surtout, bon, parce que la composition musicale renvoie aussi à autre chose. Donc vous voyez, quand vous prenez dans vos chansons, si vous n'appelez pas, vous ne prenez pas votre chapelet pour égrener les noms des gens d'ici à Dosso, d'ici à Tilaberi, d'ici à... Vous voyez donc, ça fait que ça donne l'impression comme si vous n'êtes pas un bon chanteur. Et ça donne l'impression qu'on ne vous écoute pas et ça crée les conditions qu'on ne vous accompagne pas. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est l'aspect social. Maintenant, même au niveau politique, si vous ne venez pas faire les louanges des partis politiques, les louanges des hommes politiques, donc vous voyez, donc, ça pose un problème. Pendant qu'on parle de renaissance culturelle, on se demande aussi comment faire pour redorer le blason de la musique moderne nigérienne. Une musique n'est pas faite pour les Nigériens. Aujourd'hui, quand vous prenez la majorité donc, des groupes aujourd'hui, quand vous les écoutez, en fait, sur le thème même sur lequel ils chantent, et le thème il est complètement vide. Le contenu n'a pas de signification. On écoute tout simplement parce que peut-être la langue dans laquelle l'artiste est en train de chanter, on la comprend. Et c'est comme ça donc on écoute. En réalité, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la qualité, et non seulement d'abord de la musique, et encore moins la qualité de la chanson elle-même. La musique, ce n'est pas du hasard. La musique, c'est une science exacte. Ou vous savez la faire, ou vous ne savez pas, vous ne pouvez pas réussir dans la musique. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien lorsque nous, par exemple, comparativement donc, à certains pays, où on peut inviter des groupes pour, par exemple, des concerts dans certains pays. Nous, ici au Niger, lorsque vous voyez, on invite, c'est-à-dire que donc, des groupes, c'est au niveau, par exemple, des festivals. Quand vous partez à un festival à travers le monde entier, il faut reconnaître que le festival, on n'apprécie pas la qualité de ce que vous avez, mais on juste apprécie ce que vous amenez. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois entendu, ou par exemple, on invite un groupe nigérien qui va aller à l'extérieur pour uniquement un concert? Ça n'existe pas.
Le champ musical nigérien est promoteur. En plus du soutien que doivent apporter les autorités en charge de la culture, il revient avant tout aux musiciens nigériens de rendre intelligente leur production musicale afin de renouer avec l'excellence. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.